De retour sur le plateau du Tourisme Digital Day, nous allons passer au second format de cette journée. Virginie Hiner, responsable communication à la Fondation Belém, va nous présenter la stratégie digitale de ce voilier mythique. Bonjour Virginie, responsable communication à la Fondation Belém. Vous allez nous présenter la stratégie digitale de ce 3-mâts mythique. Tout d'abord, nous avons l'impression de bien connaître le Belém, enfin tout Nantais qui se respecte, on va dire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus quand même sur les prestations que vous proposez et nous faire un rapide descriptif ? Oui, bien sûr. Bonjour Claire, bonjour à tous. Alors, le Belém fait partie de votre territoire, puisqu'il est effectivement nantais. Il a été construit tout près d'ici, au chantier du Bijon de Chantenay-sur-Loire, un ancien quartier de Nantes. Il a été mis à l'eau le 10 juin 1896. C'est un 3-mâts à phare carré et c'est surtout le dernier des grands voiliers du 19e siècle de commerce qui continue aujourd'hui de naviguer. Alors, le Belém, du coup, c'est une aventure humaine et maritime assez incroyable, puisqu'elle perdure depuis 124 ans maintenant. Il a changé 3 fois de nationalité, il a eu pas moins de 5 vies. Il est revenu en France en 1979. Aujourd'hui, le Belém, on dit vraiment qu'il a une bonne étoile parce qu'il a survécu là où des milliers d'autres voiliers ont péri. Aujourd'hui, le Belém appartient à une fondation privée reconnue d'utilité publique. On a pour mission d'ouvrir le Belém au plus grand nombre et surtout de continuer de l'entretenir afin qu'il puisse continuer de naviguer. À nos côtés, on a la Caisse d'épargne qui a financé en fait son retour en France en 1979 et qui depuis est à notre côté en tant que mécène historique et sans faille depuis 40 ans et continue de nous soutenir en finançant la moitié du budget de la fondation. Et en fait, pour conclure juste sur le Belém, ce qu'on peut dire, c'est que sa force, pour avoir traversé maintenant 2 siècles, c'est d'avoir su à chaque fois s'adapter à son époque grâce aux hommes qui l'ont dirigé. Et dès le début des années 2000, la Fondation a fait le choix de se digitaliser. Et maintenant, c'est vraiment un outil pour nous incontournable dans le développement des activités de la Fondation. Du coup, oui, effectivement, je peux vous présenter aujourd'hui ce que fait la Fondation Belém. Si on tape dans Google le mot Belém, on tombe rapidement sur nous directement et également sur Wikipédia et sur notre site. Et dans l'image, on tombe que sur des images du Belém. Ça paraît tout bête, mais finalement, c'est pas si simple parce que le Belém, c'est pas qu'un bateau, c'est aussi un quartier très connu de Lisbonne. C'est la tour de Belém, les pâtisseries pastéis de Belém. C'est aussi une ville au Brésil. Donc tout ça, c'est également le fruit. Quand on a refait une refonte du site internet, on l'a optimisé pour qu'il soit vraiment bien référencé dans les moteurs de recherche, ce qu'on appelle le référencement naturel. Et puis maintenant, je voulais juste faire une précision technique. Sûr. Pour ceux, pour la présentation, n'hésitez pas à fermer le volet qui est sur votre droite, notamment pour l'onglet questions, etc., si vous voulez voir la présentation en entièreté. Voilà, c'était juste une précision technique. Je vous laisse continuer. Du coup, peut-être vous présenter rapidement notre site internet. Je crois que la régie peut lancer voilà. Du coup, quand on arrive sur notre site, on tombe directement sur une vidéo en arrière-plan qui plonge dans l'univers du bateau et qui nous fait comprendre que le Belém navigue et qu'on embarque des gens. C'est un site complètement marchand parce qu'on est à la fois voyagiste, qu'on propose des séjours à bord, on est à une billetterie en ligne puisque le Belém se transforme en musée, on a une plateforme de dons intégrée pour soutenir le bateau à travers des appels à projets, et puis on met en lumière tout ça autour de vignettes d'actualité, on a les accès aux réseaux sociaux, tout ce qui se fait de traditionnel, mais ce site a vraiment été refondu l'an dernier pour améliorer le parcours client, favoriser l'acte d'achat et puis donner toutes les infos nécessaires que les gens cherchent à propos du bateau. Et puis rapidement peut-être montrer les abysses de ce site, qui est le CRM. Du coup, parce que pour nous, ça a été... alors, c'était du charabia, mais pour nous, c'est l'outil au quotidien qui nous sert énormément parce qu'avec toutes ces activités, gérer toutes les bases de données, les commandes, les suivis, c'est vraiment notre tableau de bord au quotidien. Il faut savoir que la Fondation Belém, on est une équipe terrestre parce qu'il y a les 16 marins à bord, mais nous, à terre, on n'est que 3 CDI, une alternante et une stagiaire. Pour pouvoir suivre toute l'activité, c'est vraiment l'outil indispensable. Voilà. Alors, vous avez parlé du site web, du CRM. Est-ce que vous avez d'autres outils numériques que vous développez pour la stratégie du Belém ?
Alors, donc, bien sûr, on est sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas forcément là où on est le meilleur parce qu'on n'a pas de community manager attitré. Et maintenant, c'est désormais c'est un incontournable. Ça prend énormément de temps, il faut suivre beaucoup. Donc, en termes d'abonnés, on est par exemple à 13 500 sur Facebook, ce qui est vraiment loin de ce que pourrait avoir le BLM. En revanche, on a des personnes qui sont très engagées, qui commentent beaucoup, qui partagent beaucoup sur les réseaux. En revanche, ce qui fonctionne très bien et qu'on fait de plus en plus, c'est la publicité sur Facebook, notamment le retargeting, c'est-à-dire que quand quelqu'un vient sur notre site, si après il pourra acheter quelque chose mais qu'il ne l'a pas encore fait, un séjour ou une visite, quand il va aller sur Facebook voir son compte, tout de suite il va être retapé par une vignette BLM pour lui dire voilà, vous pensiez acheter cette prestation, n'hésitez pas à y retourner. Et ça fonctionne très très bien pour nous, parce qu'en termes de chiffres, sur un investissement de 1 000 € l'an dernier sur juste les séjours, on avait obtenu 82 conversions pour un budget de 80 000 €. Donc c'était assez colossal. Sinon, les autres outils digitaux, alors, on a lancé parce que donc le BLM est un musée quand il est à quai, on a lancé il y a 3 ans un parcours sur tablette, en plus de la visite libre, mais qui ne fonctionne pas très bien, mais parce qu'on comprend, nous, et peut-être que d'autres monuments l'ont aussi, quand les gens sont sur le bateau, ils ne veulent plus avoir de digital. C'est-à-dire que quand ils embarquent sur un séjour, le commandant les emmène rapidement à 5000 des côtes, ils ne captent plus, ils râlent un peu, et à la fin du séjour, ils disent merci, merci, parce que c'est une vraie détox digitale, ça fait du bien. Mais à côté de ça, une fois qu'ils ne sont plus sur le BLM, là par contre, ils ont envie de partager leurs photos, de montrer tout ce qu'ils ont fait à bord, etc. Alors là, vous parlez du parcours client, justement, comment vous avez étudié avant, pendant la visite, après, est-ce que vous avez été accompagné sur ce parcours client ? Alors, le parcours client, au niveau du site, on est accompagné par notre agence depuis 6 ans, une agence web, qui vraiment a fait la création, toute la technique du site. En revanche, toute la partie marketing reste vraiment à la main de la Fondation, parce qu'on a tellement de métiers, c'est non pas que d'autres personnes pourraient le faire, mais on a à cœur, et puis aussi pour des raisons financières, de le faire nous-mêmes. On a beaucoup étudié notre clientèle, nos prospects. On a fait un gros benchmark sur les autres sites, à la fois des acteurs du nautisme, du tourisme et des géants comme Disney, à qui on a pris quelques petites idées pour améliorer ça. Et puis on a testé beaucoup le site, surtout auprès de personnes qui ne connaissaient pas du tout le BLM, parce qu'il y a encore plein de personnes qui ne savent pas qu'on peut naviguer à bord du BLM, alors que c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc on l'a testé, amélioré, et maintenant on est plutôt content du résultat. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la satisfaction client. Comment vous l'avez récoltée, justement, cette satisfaction ? Est-ce que c'était via des questionnaires ? Alors, nous, on l'a mesuré parce qu'avant, on avait énormément d'appels à la Fondation, en fait, directement, pour des personnes qui ne comprenaient pas certaines choses, qui n'arrivaient pas à se connecter, qui n'arrivaient pas à acheter telle chose. Et maintenant, on a beaucoup moins d'appels. Donc, déjà, ça, c'est un instrument de mesure plutôt bon, tout en ayant autant d'achats, on n'a pas diminué ça. Et puis, non, sur le ressenti, parce que les gens me parlent beaucoup, on est une fondation, mais donc une association, les gens s'approprient beaucoup le BLM, ils n'hésitent vraiment pas à nous faire leur retour, et les retours étaient vraiment positifs. Quels sont les bilans de fréquentation, de fidélisation de vos différents outils numériques ? Alors, sur le site aujourd'hui, par rapport à la refonte qu'on a fait l'an dernier, on a à peu près 150 000 sessions chaque année. On a surtout amélioré la vitesse de chargement considérablement, parce qu'à force d'avoir imbriqué des outils, des briques comme la billetterie en ligne, notre site était devenu très très lent. C'est-à-dire qu'il y avait certaines pages qui mettaient plus de 3 secondes à s'ouvrir, ce qui est colossal. Maintenant, on est passé largement sous la barre de la seconde et ça va beaucoup plus vite. En termes d'audience, on est à 40% de personnes qui se connectent via un ordinateur, 60% sur un mobile. Il y a encore 3 ans, c'était l'effet inverse. Donc la version responsive est plus que nécessaire parce que l'audience migre vraiment vers ce support. Avant, les gens n'achetaient pas via un téléphone un séjour qui pouvait coûter peut-être 1 000 €. Maintenant, ils le font très, très simplement. Donc la version responsive est plus que nécessaire pour nous aujourd'hui. Alors, vous pouvez nous donner peut-être quelques bons conseils à préconiser aux professionnels du tourisme sur leurs outils numériques ? Alors nous, ce qui nous sert beaucoup et qu'on a lancé en 2018, c'est la billetterie en ligne pour la partie musée. Et d'autant plus avec la crise sanitaire qu'on connaît, parce que le BLM n'a pas du tout navigué et a annulé tout son programme cette année. Mais là, il arrive ce soir à Cannes et pendant 1 mois, on va l'ouvrir au public. Mais parce que du coup, on avait ouvert cette billetterie en ligne, la réservation se fait exclusivement en ligne pour pouvoir être sûr des flux qui seront à bord.
puisque grâce au back-office ou au CRM, on peut vraiment gérer les créneaux horaires, la quantité de personnes sur ce créneau et du coup faire ça très simplement. Vous parlez tout de suite du Covid. Justement, est-ce que vous avez eu des constats et vous avez adapté votre offre suite à cette période assez inédite? Alors notre offre, ça dépend laquelle, mais c'est compliqué parce que, en tout cas en ce qui concerne les navigations, à bord du Belém, c'est à l'opposé des gestes barrières parce que c'est le vivre ensemble, c'est le collectif et ça, aujourd'hui, on n'a pas encore la solution pour naviguer s'il fallait encore le faire de cette manière-là, avec les gestes barrières, que ça n'aurait plus de sens. C'est plus le sens du Belém. Peut-être qu'on pourrait, oui, bien sûr, séparer les gens d'un mètre à chaque fois, mais vraiment, on serait loin de l'esprit du Belém. Sur les visites, oui, on l'a adapté forcément donc, avec cette gestion des flux, les mesures sanitaires qui s'imposaient. Et surtout, on a rassuré les gens sur Internet en disant qu'il n'y avait aucun problème, que ça se passera en toute sécurité, selon les protocoles que le gouvernement, ou en tout cas les préfectures en local, nous administrent. Donc c'est un constat que vous avez fait, votre billetterie a vraiment flambé pendant la période du Covid, pas la période du confinement évidemment. Elle a été fermée, mais là maintenant, non, au contraire, ils ont été assez frileux. Mais là, mais après la partie musée, les gens ne vont pas réserver 3 mois à l'avance s'ils vont visiter le bateau un week-end. Ça se fait dans la semaine en général. Mais là, ça augmente considérablement parce qu'on arrive ce soir, donc je n'ai pas trop d'inquiétude. Les premiers week-ends sont déjà quasiment pleins, donc non, j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. Donc vous disiez tout à l'heure que vous avez fait un travail très, très élaboré, très fin sur la billetterie. Justement, est-ce que ça permet de réfléchir aussi sur son offre, de dire tiens, de combien de temps on va faire la visite, de combien de temps on va faire le séjour, etc. Comment on réfléchit, on met en corrélation les deux? Est-ce que ça permet de s'améliorer l'un et l'autre? Alors sur les visites, parce que pareil, sur les séjours c'est vraiment compliqué, mais sur les visites, ça nous a permis de dire avant, pour me donner une petite idée, parce que le Belém accueille entre 1000 et 2000 personnes sur une escale classique à quai avant Covid, ce qui représentait à peu près 250-300 personnes sur l'heure. On a divisé par 2 cette capacité et puis on a renforcé en équipe, en staff de bénévoles qui accompagnent les matelots pour absolument gérer les flux et que les gens respectent les gestes barrières directement à bord. Après en digital, on ne peut que rassurer via des communiqués de presse également. Voilà. Alors, sur les outils numériques, est-ce que vous pouvez nous dire aussi quels sont les pièges à éviter et quels sont les projets où vous vous êtes dit, là, on s'est planté? Alors oui, l'an dernier, on produit de plus en plus de vidéos parce que sur Internet de format court, parce que c'est ce qui est le plus impactant. D'ailleurs, je pourrais vous montrer quelque chose qui a fonctionné après. Mais l'an dernier, pour lancer le programme, on rêvait d'avoir une carte en motion design qui montrait vraiment tout le parcours en France et en Europe, à chaque escale, etc., comme le fait le Tour de France cycliste. On a fait le projet, c'est loin d'être nul, parce que l'agence qu'on a mandaté ça a répondu au brief, sauf qu'en fait, ça ne se présentait pas du tout pour le Belém. On a beaucoup trop d'escales, c'était trop redondant, le résultat n'était pas satisfaisant. Ça aurait pu l'être sur un grand voyage, une traversée, une transatlantique par exemple, où on fait quelques arrêts, mais là, ce n'était pas pertinent. Et alors que c'est quand même un investissement lourd, donc il faut bien réfléchir avant de le faire. On voulait tester, on l'a fait, et voilà, on ne fera pas l'année prochaine. On a parlé aussi ensemble d'une application de visite que vous aviez mise en place, mais qui visiblement n'a pas été trop aussi téléchargée. Donc, est-ce que vous pouvez revenir peut-être là-dessus? Alors, c'est pas une application, c'est une tablette qu'on loue, donc du coup, c'est pas grave, aux visiteurs sur place. C'est-à-dire que moyennant 5 € de plus de la visite, ils ont un parcours de tablette avec vraiment un contenu intéressant, puisqu'il y a de la réalité augmentée pour montrer comment le Belém a été transformé selon les époques italiennes, anglaises qu'il a connues. Il y a un parcours enfant dedans. Vraiment intéressant. Quand les gens l'utilisent, ils nous disent c'est super. Mais en fait, elle ne se vend pas parce que les gens ne veulent pas de ça à bord. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on est à bord du bateau, les gens ne veulent pas de numérique, de choses trop modernes dans leurs mains. Alors tout à l'heure, on parlait de cette vidéo promotionnelle. On peut peut-être... Oui, donc je disais, l'an dernier, on a lancé une web-série vraiment adaptée au digital, avec des formats courts qui montraient l'histoire de Manon, une jeune femme qui embarquait pour la première fois à bord du bateau, entre le Danemark et la Suède. C'était l'été, pas l'été dernier, mais l'été d'avant. Et du coup, on découvre à travers ses yeux son expérience à bord du bateau. Partons à découvrir le teaser, en tout cas. Voyons ça tout de suite.
En montant à bord du Belém, je ne savais pas vraiment dans quelle aventure je me lançais. C'était un monde qui était complètement inconnu pour moi, la voile, la navigation. Et j'y ai passé une semaine très enrichissante. C'est comme une parenthèse où on partage 8 jours avec des inconnus qui finalement ne restent pas si longtemps que ça. J'ai vécu une semaine hors du temps, au seul rythme de la mer que j'ai vraiment découverte pour la première fois. Je m'appelle Manon et voici mon aventure sur le Belém. C'était donc la web-série qui présente donc le personnage de Manon. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu? Quelle est la genèse de ce projet? Quels sont les objectifs? Enfin voilà, qu'est-ce que vous souhaitiez remplir à travers ce support? Du coup, là, vous voulez répondre à plusieurs problématiques. La première, c'est que même si on a un taux de remplissage très fort à bord du Belém, c'était 93% l'an dernier, juste avant le Covid, on était déjà à 71% avant que le Belém navigue. Ça fonctionne quand même plutôt très bien. Mais malgré tout, on ne peut pas se louper chaque année parce que ça représente 50% des recettes de la Fondation. Donc, on essaye de mettre le paquet là-dessus. Et puis surtout, on a besoin de renouveler la clientèle parce que les gens, certains naviguent plusieurs fois. Il y en a même des gens qui ont navigué 50 fois à bord du Belém, mais ça reste rare. On a besoin vraiment de toujours renouveler la clientèle, de la rajeunir également parce que les plus jeunes ne connaissent pas forcément non plus le bateau. Et puis, on voulait donner aussi une dimension beaucoup plus touristique. Ce n'est pas que l'expérience à bord du Belém. À la fois, en même temps, vous allez découvrir de belles destinations grâce au Belém, tout en le vivant, en fait. Donc, c'est vrai qu'on a choisi une belle production pour le faire, parce qu'on voulait vraiment miser là-dessus. Et puis, on a de la chance, parce que le Belém est plutôt photogénique, donc ça marche plutôt bien. Et pour revenir sur cet aspect tourisme, même sur nos fiches descriptives de séjour sur le site, avant, il y a très longtemps, on mettait une photo du bateau et c'était le commandant qui écrivait quelques mots assez techniques. Maintenant, on achète des photos de lieux de destination où ira le Belém et qu'il faut plutôt rêver. Et puis, on fait appel à une plume également pour écrire le descriptif, ce qui vraiment a considérablement changé la vision de ce que ça peut être. Comment vous avez travaillé, vous, en tant que chargé de communication, avec l'équipe du Belém pour faire ressortir les atouts aussi du voilier? C'est toujours un peu complexe aussi, vous parliez des marins qui peuvent être particuliers. Comment on travaille un petit peu avec l'équipe du Belém pour créer un peu l'histoire du voilier à travers les outils numériques? Alors oui, le public est très attaché à l'humain. Donc c'est vrai que l'équipage, ça fonctionne très bien, que ce soit au niveau des femmes, mais même au niveau des hommes. Quand ils montent à bord, ils s'approprient le bateau et puis tout de suite, ils veulent cette relation avec le marin parce que ça reste un mythe, même si nos marins sont des gens comme vous et comme moi maintenant et sont plutôt jeunes, ça reste le mythe du marin qui a envie de partager son expérience à bord, etc. Donc c'est vrai, de plus en plus, on essaye de les faire intervenir sur les réseaux, notamment notre capitaine, parce que c'est aussi son rôle. Après, les autres marins, ce n'est pas forcément leur métier, donc on fait attention aussi à préserver les choses qu'ils veulent faire et pas faire. Et ce qu'on rêverait de faire, ce qu'on rêverait d'avoir, nous, à bord du bateau, c'est une de nos grosses ambitions. Alors, c'est plus qu'un community manager, ça serait un médiaman qui serait à bord, donc qui ferait complètement partie de l'équipage, sauf que lui, il ne naviguerait pas, il produirait les vidéos, photos, contenus qui pourraient directement diffuser sur nos réseaux et du coup pourrait filmer vraiment la vie de l'intérieur à bord du Belém. Parce que le commandant, une nouvelle fois, le fait un petit peu, mais quand il a le temps. Enfin, la priorité, c'est la sécurité du bateau et qu'il puisse naviguer. Ce n'est pas du tout qu'on puisse diffuser sur les réseaux sociaux telle ou telle photo. Mais ce serait pour nous un gros plus d'avoir ce médiaman à bord. Et comment on les sensibilise justement cet équipage aussi à la communication et à l'importance de la communication? Alors ça, de plus en plus, parce que moi, quand je suis arrivée à la Fondation Belém, c'était pas la même génération, donc oui, c'était plus compliqué. Ils n'aimaient pas forcément être vus, hormis le commandant qui a toujours cette casquette de... C'est toujours à lui qu'on veut parler, forcément, et puis ils savent tous jouer très bien le jeu. Les marins maintenant qui sont jeunes savent faire, même maintenant, ils m'envoient directement leurs photos via Messenger ou via d'autres réseaux pour que je puisse les partager, donc ils jouent plutôt bien le jeu. Et comment vous voyez les évolutions à venir de votre stratégie digitale? Est-ce que vous avez parlé de Mediaman? Est-ce qu'il y a d'autres projets aussi à venir? Oui, il y en a d'autres. Il y a 4 ans, on avait embarqué plusieurs blogueurs spécialisés dans le voyage. On n'avait pas eu de retour sur investissement dingue.
Mais c'était il y a 4 ans. Maintenant, ça fait quand même un boom, le marketing d'influence. Donc, on aimerait renouveler, pas forcément avec des gros influenceurs, mais des micro-influenceurs entre 10 000 ou 100 000 abonnés. On aimerait bien spécialiser dans le voyage, la découverte, le tourisme, et qui correspondent à la nouvelle cible qu'on veut toucher. Je pense, quand on pourra naviguer, qu'on se lancera là-dedans. Et puis, il y a aussi le podcast qui fait un boom maintenant, ce média 100% digital. On fait des relations presse. À l'année, on a l'attaché de presse qui travaille avec nous. Ça marche très bien, mais maintenant, le podcast est indispensable. Et en plus, le BLM s'y prête très bien parce qu'on a énormément, parce que c'est souvent des formats longs. Et on a beaucoup de choses à dire sur le BLM, que ce soit son histoire ou ce qui va vivre sur tel événement. Ça s'y prête très bien. Donc ça, c'est déjà dans les boîtes. On est en train de travailler sur les formats et les manières de diffuser, mais ça devrait venir très vite. Alors, on tourne autour du sujet depuis tout à l'heure. Quelles sont les clientèles du BLM et quelles sont celles que vous avez envie de chercher demain? Alors aujourd'hui, la clientèle du BLM a un âge moyen de 52 ans. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes plus jeunes, mais aussi des personnes beaucoup plus vieilles qui naviguent à bord. Ce n'est pas du tout un problème parce que le BLM est ouvert à tous. Mais comme je disais, on a un vrai besoin de renouveau. La population est plutôt mixte. Ça tire un petit peu plus vers les hommes, mais c'est plutôt mixte. Et en termes de CSP, on est quand même sur un CSP+, parce que ça a un coût qui est pourtant, grâce à la Caisse d'épargne qui nous soutient, 2 fois moins que ce que ça devrait coûter, mais ça reste un coût. Il faut la disponibilité parce que le BLM part d'un port, mais il arrive sur un autre, donc c'est un petit peu d'organisation. On aimerait tendre vers une cible un peu plus jeune, mais encore que celle qu'on a aujourd'hui nous convient très bien. On aime beaucoup les gens qui naviguent à bord du BLM maintenant. C'est plus diffuser plus largement l'offre, en fait, parce que quand on n'habite pas près de la mer, on connaît davantage moins le BLM. Et surtout qu'on ne sait pas qui peut naviguer. En Bretagne, vous le savez, enfin dans les Pays de Loire, pardon, mais voilà, tout le monde ne sait pas. À Lyon, tout le monde ne sait pas. Même si on a une population quand même très parisienne qui cherche cette détox digitale, je pense. En tout cas, cette envie d'aventure et d'évasion. D'accord. Vous parliez tout à l'heure aussi des communautés de fans, peut-être du BLM. Comment on travaille avec? Est-ce que vous travaillez avec? On essaye, on les laisse plutôt faire parce que c'est eux qui ont créé ça. Du coup, ce qu'ils font, nous, on ne le refait pas sur les réseaux parce que c'est beaucoup dans l'affectif, forcément, beaucoup dans l'humain, donc forcément les marins. Mais ils le font bien, ils sont très respectueux du monument et de ce qu'est le BLM, il n'y a jamais eu de dérive, donc on les laisse faire. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Enfin, il y a notamment un grand groupe sur Facebook qui est très actif, qui publie plusieurs fois par jour des posts. Donc on les laisse faire. Si on a un petit souci, s'il y a une erreur qu'on veut rétablir, on les appelle et c'est des gens qu'on connaît, donc on n'a pas de problème à réguler ça. Ok. Et quels sont les premiers résultats que vous avez sur la web-série qu'on a vue tout à l'heure? Vous avez aussi des retours de vues, etc. Enfin voilà, des retours positifs. Ouais, alors il faut savoir qu'on l'a lancé en même temps que le nouveau site. On a tout lancé en même temps l'an dernier au moment du lancement du programme. On a eu de très bons retours, on a été beaucoup partagé par beaucoup de médias aussi, spécialisés comme des voiles et voiliers, etc. Et puis on a eu surtout eu un retour de personnes qui pensaient pas ça du BLM, qui pensaient que c'était un peu plus... Les gens souvent ont peur que ce soit trop sportif, trop... Alors le teaser vous a montré un petit peu, il ne faisait pas très beau sur le teaser, ça bougeait un petit peu. Mais après, sur les séries que je vous invite à aller voir sur notre site ou sur notre chaîne YouTube, rassure beaucoup les gens, parce que ça montre que c'est sympa, que c'est de bon esprit, si vous ne voulez pas tirer sur les bouts, on ne va pas vous forcer à le faire non plus. C'est le but du jeu, mais... voilà. Et donc, en termes de vues, je n'aurais pas tout à fait les chiffres. Ça a très bien marché en ITGV sur Instagram, notamment. Ça a été très partagé. Et puis, on a eu de la chance, ça a été partagé beaucoup sur Twitter aussi, alors que normalement, c'est un média quand même très presse, très, très pro. Mais ça a été bien suivi. Voilà. Et puis, en plus, il participe à quelques festivals du film, tellement la production a été réussie. On a pas mal de demandes de participer à des festivals de documentaires et séries. Donc, c'est pas terminé en tout cas avec cette série. Et comment on fait? Alors effectivement, il y a le changement de support, de communication, mais comment on fait pour renouveler en permanence le contenu sur une offre, on va dire, qui reste la même? Bien sûr. On essaye toujours de créer quelque chose. Par exemple, alors il se trouvait qu'en 2020, on devait aller à Arcachon, dans le bassin d'Arcachon. Ce n'était pas arrivé depuis 100 ans avec le BLM, parce que c'est quand même compliqué, le bassin d'Arcachon. Enfin, si vous avez vu les petits mouchoirs, on peut facilement tomber dans le sable. Et du coup, dès qu'il y a un événement un peu comme ça qui sort de l'actualité, des choses qu'on a pu faire, c'est assez facile de communiquer. Ensuite, on organise, nous, beaucoup d'événements. Enfin, on organise beaucoup.
tous les 2-3 ans, on fait un grand événement. Par exemple, en 2014, on a fait le retour du Bélem à Venise parce que c'est là où il a été pendant plus de 20 ans amarré, en fait, et où il avait vécu une de ses 5 vies. Et donc, du coup, on crée tout un événement de toutes pièces. Vraiment, on est maître d'œuvre. Et du coup, ça nous permet vraiment de renouveler notre contenu. Alors, vous en parliez tout à l'heure aussi, vous faites aussi des portraits en fait, de l'équipage. Comment ça se passe, comment ça se déroule un peu sur ces sortes de supports audio, si j'ai bien compris? Alors, c'est plus vidéo ou audio, c'est pas grave. Du coup, tout simplement, en fait, on va à bord, on prend notre téléphone et on le filme dans ce qu'il fait d'habitude. Pendant le confinement, on a eu 2 marins qui sont restés à bord à Saint-Nazaire pendant 6 mois, enfin, qui roulaient, hein, c'était pas le même pendant 6 mois, mais pour protéger le bateau. Et ils se sont amusés, même eux tout seuls, à se filmer, en fait, à se dire, à montrer ce qu'ils faisaient à bord tout seuls. Ils étaient à côté d'un grand paquebot dont j'ai oublié le nom, mais ils étaient vraiment tout seul dans le port de Saint-Nazaire. Enfin, ils se sentaient tout seuls en tout cas. Et du coup, c'était assez marrant parce que, enfin, marrant. Il faut savoir en rire, mais du coup, on les voyait forcément masqués tous les deux, alors qu'ils sont sur un bateau de 58 mètres, à faire des choses, des tâches que normalement font 16 hommes d'équipage. Donc, voilà, c'était rigolo. Après, le format, c'est pas des professionnels, mais justement, ça donnait une dimension un peu plus humaine. Et d'ailleurs, je pense que ça plaît beaucoup aux gens qui regardent et qui sentent que c'est vraiment, que ça n'a pas été travaillé. Et c'est justement la remarque que j'allais vous faire. Les touristes ou les locaux peuvent être aussi friands de ces contenus-là, un peu off, un peu des coulisses d'un établissement. Exactement. Est-ce que justement vous êtes dit, peut-être on pourrait aller vers ça dans la stratégie aussi digitale, peut-être des supports moins comment dire, clean, mais en tout cas qui vont. On le fait un peu, on envoie une newsletter tous les mois, parce qu'on a une base de contacts opt-in de 15 000 personnes. Et donc, dans cette newsletter, on a une petite partie qui s'appelle Bruit coursive. Et c'est un peu pas les potins, mais le petit truc qui s'est passé à bord et qui était plutôt marrant. Enfin, voilà. Donc par exemple, c'est tout bête, mais il montrait qu'il faisait la cuisine tout seul. Normalement, il y a un chef cuisinier à bord, voire 2 quand le Bélem est rempli. Et donc là, il faisait à manger tout seul, mais du coup, il ne se laissait pas non plus... il ne se mettait pas au régime, il faisait vraiment des bons petits plats. Et ça marchait du tonnerre sur Facebook parce que les gens adorent voir comment les marins vivent sur leur bateau. Et quels conseils vous pourriez donner aux prestataires nautiques qui peuvent penser que du coup leur premier métier c'est le nautisme? Et quels sont les conseils de communication assez simples que peuvent mettre en place les professionnels du tourisme? Qu'est-ce qui peut être à leur portée sans avoir forcément une équipe de communication ou une chargée de communication? Ou une chargée de communication. Alors, en toute modestie, parce qu'on n'est pas là pour donner des conseils, parce que nous, on est quand même un modèle un peu unique, mais effectivement de donner tout simplement des nouvelles du quotidien. Les gens sont preneurs de ça. Des outils... Non, mais la vidéo, je pense que c'est des vidéos courtes, je pense que c'est ce qui fonctionne le mieux. Des vidéos qui soient à la fois pédagogues pour rassurer les gens, pour montrer l'activité que va faire cette société ou cette association, et pouvoir du coup communiquer dessus grâce à ça. Je pense que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Après, en termes d'outils digitaux particuliers, là comme ça, je ne vois pas, désolée, mais peut-être qu'ils peuvent tout simplement travailler leur base aussi de contact. Enfin, c'est quelque chose. Nous, on fait beaucoup. Donc, on a cette base de contact. Sur notre CRM, on en a 50 000 à peu près emails valides et donc 15 000 qui sont opt-in. On fait beaucoup de campagnes de marketing, surtout ciblées géographiquement. C'est-à-dire quand le Bélem, là, il arrive à Cannes, on va sélectionner toute la région Côte d'Azur pour pouvoir communiquer. Et on fait la même chose quand on va à Nantes, etc. Et quand on navigue, on fait la même chose selon la topologie des gens. Pareil pour les donateurs. Et puis à la fin d'une activité, comme maintenant tout s'achète sur notre site, on a les contacts de ces personnes et on peut les retaper tout de suite après. Enfin, les retaper, pardon, c'est pas très joli, mais les recontacter pour leur dire vous avez vécu ça à bord du Bélem, est-ce que ça vous dirait de poursuivre l'aventure, soit en naviguant, soit en faisant un don voilà. Donc on peut retenir quand même quelques conseils. Tout d'abord, l'importance du CRM, l'importance de la connaissance de ses clientèles. Quand même avoir des outils, mais en tout cas pouvoir les animer, les enrichir surtout quand on veut et quand on peut, mais bien, correctement. Enfin, c'est pas forcément l'important, c'est pas forcément d'avoir beaucoup d'outils, mais d'en avoir que quelques-uns qu'on enrichit au fur et à mesure. Et puis surtout créer du off. Enfin, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, et c'est ça, je trouve, le côté intéressant, c'est le côté le off, d'être dans les coulisses de l'établissement touristique. Ça, c'est souvent des choses aussi auxquelles les touristes ou les locaux d'ailleurs qui viennent faire des visites peuvent être friands de ça.
Je vous remercie Virginie Inet, responsable communication pour la Fondation du Bélem, de nous avoir présenté la stratégie digitale de ce voilier mythique. Enfin, en tout cas, je pense que ça a intéressé de nombreuses personnes. Alors, on sait que vous avez certainement posé des questions via le volet questions du coup sur votre écran à droite. Ce qu'on fera, c'est qu'on va répondre. Virginie va donc aller en régie et va répondre aux questions qui ont été posées tout le long, parce que voilà, on a eu juste une difficulté pour me faire remonter les questions. Donc voilà, Virginie va aller en régie et va répondre aussi à votre question que j'imagine très nombreuse. Quant à nous, nous nous retrouvons là tout de suite à 15h20 pour les opportunités et tendances 2020 sur les réseaux sociaux. Ça va être présenté par Nicolas Dedianous, cofondateur de l'agence de communication Willac Travel. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite de l'événement Tourisme Digital Day, événement organisé par la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire.